Alors bonjour et puis surtout bienvenue dans ce deuxième épisode de la série sur les deuils complexes et les deuils traumatiques. Alors juste avant d'aller un peu plus loin, je voudrais rappeler que le processus de deuil est un processus mais qui est complètement normal, qui est même naturel et sain à la suite de la perte d'une personne significative dans notre vie, c'est-à-dire une personne avec laquelle on a un lien d'attachement. Ceci étant posé, il arrive que ce processus se complique, qu'à un moment, ça s'enraye, ça se bloque, et voire même qui cohabite avec un événement traumatogène qui pourrait déboucher à un moment ou à un autre sur un deuil traumatique. Donc, dans le premier épisode, avec le docteur Hélène Romano, on a été clarifier un petit peu ce que tous ces termes qu'on lit et qu'on entend, de deuil complexe, deuil prolongé, deuil traumatique, trouble de stress post-traumatique voulait dire, histoire qu'on ait un peu voilà, de la clarté là-dessus et qu'on évite la confusion. Donc, ce qu'on va commencer à faire maintenant, c'est plutôt aller explorer des approches thérapeutiques qui se sont avérées efficaces dans ce traitement des traumatismes en général. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'accompagnement et le traitement du deuil traumatique, voire même du deuil compliqué, hein, tout simplement. Mais ça, notre invité nous en parlera mieux après. Et on va commencer avec la thérapie MDR. Alors, le MDR, c'est un acronyme pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc, en français, c'est la thérapie de désensibilisation et de retraitement par les mouvements oculaires. Donc, ça fait appel un petit peu aux capacités innées qu'a le cerveau de traiter des expériences de vie et puis surtout d'arriver à des solutions adaptatives, c'est-à-dire que de s'assurer que ça s'inscrive dans notre histoire de vie, dans nos souvenirs et dans le passé. Une fois qu'on a dit ça, pour les non-initiés dont je fais partie, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on va se tourner vers une experte qui me fait l'honneur et le plaisir d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour qu'on en apprenne un peu plus et que là aussi, on quitte cet espace avec beaucoup plus de clarté sur ce qu'est le MDR et quand et pourquoi on peut réorienter les personnes qu'on accompagne vers des personnes spécialisées dans le MDR. Alors aujourd'hui, on va avancer et en parler avec Vanessa Grandjean. Donc, bonjour Bonjour, Vanessa. bonjour. Alors Vanessa, elle est responsable et coordinatrice des psychologues au centre hospitalier à Luxembourg. Donc c'est un des deux grands hôpitaux du pays. Et ça fait 20 ans en fait que vous y exercez Oui, et notamment dans l'équipe mobile de soins palliatifs. oui. Donc forcément confrontée en fait au deuil de toutes sortes, Mhm, mais notamment aussi à la suite d'un proche au mhm, quotidien. Vous êtes également thérapeute en hypnose ericksonienne, alors bien évidemment praticienne EMDR et mhm. fondatrice de l'Institut de résilience au Luxembourg qui propose aux psychologues des formations, notamment en EMDR. Tout à fait. Alors peut-être que pour commencer, on pourrait déjà, enfin vous pourriez déjà peut-être nous expliquer le MDR, ça vient d'où? Et puis c'est quoi cette thérapie? Alors, le MDR, c'est une thérapie qui a apparu dans les années 80 en fait aux États-Unis avec Francine Shapiro. Donc, c'est une thérapie qui était au départ essentiellement utilisée lorsqu'on avait les militaires qui revenaient de la guerre et qui pouvaient en fait avoir des déclencheurs. Donc, par exemple, une porte qui se claque, etc. Et donc, elle s'est rendue compte que il y a les mouvements oculaires, stimulation bilatérale au niveau des yeux, eh bien, ça permettait en fait au cerveau de ranger, de refragmenter au bon endroit des situations qui ont été traumatiques et que le cerveau n'a pas bien fragmenté. Donc, ce qui signifie, c'est que quand vous venez à vivre un événement qui est difficile, qui peut être traumatique, si au moment où ça se passe, vous n'avez pas toutes les ressources psychologiques pour y faire face, eh bien, le cerveau peut à ce moment-là le fragmenter de la mauvaise façon et le mettre au mauvais endroit. Et donc après, vous créez une mémoire qui serait traumatique et qui pourrait se déclencher à différents moments sans que ça soit un rapport avec l'événement. Donc le but de cette thérapie EMDR, c'est donc vraiment de pouvoir retrouver ce souvenir et de le retravailler, donc le redésensibiliser et de le retraiter, donc retraitement, et de le remettre au bon endroit, de façon à ce que on se souvienne de ce qui s'est passé, mais que ça soit moins présent physiquement, psychologiquement, que ça nous atteigne moins. Bien souvent, les patients, après une séance de MDR ou plusieurs séances de MDR, ils expriment c'est comme une image, comme un film, ça s'éloigne en fait. Donc ils peuvent en reparler,
et c'est quelque chose qui peut, voilà, qui peut aider. Donc l'intensité émotionnelle Tout à liée fait. à l'événement et au vécu de l'événement diminue. Tout à fait. Et l'intensité physique aussi, parce qu'il faut savoir que quand vous vivez quelque chose de difficile, c'est tous vos sens. Hein, ça peut être au niveau des odeurs, ça peut être au niveau des sons, ça peut être une sensation corporelle. Et donc, tout peut être impacté. Et l'idée, c'est de remettre tout au bon endroit. Ok. Est-ce qu'on pourrait... Alors, il y a deux choses qui me viennent quand je vous écoute. La première, c'est ce travail avec les yeux, Oui, avec le mouvement oui, oculaire, me fait penser un petit peu à la phase de sommeil oui. paradoxal. Est-ce qu'il y a un Mm. lien? Alors, il y a des études qui ont montré que pendant la nuit, en fait, c'est important de dormir parce que c'est pendant la nuit qu'on régénère, en fait, différentes choses. Donc, des formations qu'on a suivies en EMDR par la suite, il y a des formateurs qui expliquaient que la première chose avant de faire les séances d'EMDR avec un patient ou n'importe quelle thérapie, c'est d'abord qu'il puisse dormir. D'accord. Parce qu'en dormant, eh ben déjà, il va réaccéder à des informations, il va se sentir mieux et à ce moment-là, on pourra retravailler. Que ce soit de l'EMDR, que ce soit de l'hypnose, que ce soit toutes les thérapies, en fait. Le sommeil est la chose la plus importante chez tout le monde, en fait. Donc, c'est vraiment ça la première chose à faire et donc de trouver une façon de le stabiliser avant d'entamer de l'EMDR. D'accord. Et la deuxième chose que j'entends, c'est tout le corps Oui. vit ce trauma. Et on sait très bien qu'en fait, ça s'engramme, en fait, dans le corps, jusqu'au cœur même de nos cellules, j'ai presque envie de dire. Est-ce que vous diriez que le MDR est une approche psychocorporelle? Alors, je pense que c'est peut-être une partie d'approche psychocorporelle parce que ça peut permettre peut-être aux patients de stabiliser certaines sensations physiques. Par contre, une chose qui est importante et que je tiens à dire là maintenant, parce que ça, c'est vraiment les études le montrent bien, il n'y a aucun lien scientifique entre, par exemple, un traumatisme ou la façon dont le traumatisme est développé et le développement de maladies. D'accord? Ça, c'est super important parce qu'en fait, quand on a pas mal de patients que moi je suis ici, qui ont malheureusement eu un diagnostic de cancer ou il leur est arrivé quelque chose et disent, ah, c'est peut-être suite à ça parce que j'ai vécu ça, etc. Parce qu'on cherche toujours pourquoi. Hmm, Pourquoi est-ce qu'on a une maladie? Pourquoi est-ce qu'on a une situation pour reprendre le contrôle? À l'heure actuelle, il n'y a rien qui prouve que vraiment qu'il y a un lien direct scientifiquement d'un stress, d'un trauma, que ça déclenche une maladie. Ça, c'est important parce que ça retire de la culpabilité. bien Ce qui n'est sûr. pas évident, c'est que ça, les personnes cherchent une explication. Et donc, nous, on transforme déjà le pourquoi moi en comment. Comment, qu'est-ce que je peux mettre en place par des techniques, par différentes thérapies pour justement faire face à ce qui se passe là maintenant. Parce que pour gérer, là on est dans le cadre du deuil, pour gérer toutes les situations difficiles, c'est important d'avoir une bonne balance au niveau des ressources. On voit vraiment que plus vous avez des ressources psychologiques en vous, vous les avez depuis votre naissance, eh bien ça va vous aider à gérer les événements de vie. Parce que tout stress ne devient pas un traumatisme, heureusement. Hein, mais quelques personnes n'ont plus de ressources au moment où il leur arrive un événement de vie difficile. Et à ce moment-là, ça prend beaucoup plus de temps au niveau du cerveau pour pouvoir digérer cette information-là. Donc, c'est vraiment d'aider, donc, en tant que thérapeute ou en tant que sophrologue aussi, de vraiment donner le maximum de ressources. Plus le patient aura des ressources, plus il sera apte C'est à ça. pouvoir gérer et faire face aux situations qui sont difficiles. Oui, tout à fait. Mm. Bah, nous, c'est un peu notre axe hein, d'aller Mhm. stimuler Oui, les ressources, mais bon, c'est pas le sujet là tout de suite. oui. Euh, comment se passe une séance type de MDR, du coup? Alors, avant de commencer une séance de MDR, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une très bonne anamnèse. Hein, parce que, voilà, déjà, comprendre la demande, expliquer ce que c'est que le MDR, et après, on fait une anamnèse avec le patient, qu'est-ce qu'il a vécu de façon difficile ou qui pourrait être traumatique. Et à ce moment-là, quand le patient, on l'a stabilisé, car il faut savoir que le MDR, comment dire, la séance ne s'arrête pas, je veux dire, le retravail, le retraitement ne s'arrête pas dès que le patient a quitté la porte. Mm. Le retraitement continue. Donc, pour pouvoir prendre en charge correctement un patient et d'une manière aussi, si je peux dire, éthique, il faut d'abord donner des outils de stabilisation au patient au préalable et s'assurer qu'il est capable de les utiliser. D'accord? Parce que voilà, le retraitement de l'information va continuer même après la séance. Donc, le patient pourrait être déstabilisé chez lui ou au travail et être perdu par rapport à ça. Et le thérapeute n'est pas là. Donc, comme ça, on donne des outils, on prévient. Donc, d'abord, c'est s'assurer du cadre. Du cadre est bien mis. Et ensuite, si tout ça c'est bien installé, on peut commencer une séance en EMDR. Et la séance en EMDR, donc on va rechercher le souvenir qui a été difficile. Donc, il faut savoir qu'on a des traumas simples ou on a des traumas complexes. Un trauma simple, je prends un exemple, c'est un accident de voiture. D'accord? Il y a un accident de voiture et la personne, X mois après, parce que pour avoir des symptômes de stress post-traumatique, c'est vraiment plusieurs mois après, eh bien, la personne a toujours l'impression que
d'avoir une douleur ici ou quelqu'un lui tape dans le dos ou qu'il y a quelque chose comme ça. Et en fait, compte, il n'y a rien de particulier, mais c'est un souvenir quand, Mm. par exemple, elle a été bousculée avec la voiture. Eh bien, on retravaille ce qu'elle a comme information donc de l'événement, donc la situation. Et puis ensuite, il y a différentes phases. Il y a 8 phases en EMDR. Et à la fin des 8 phases, c'est vraiment permettre à ce que ce souvenir-là soit restocké au bon endroit et que la personne puisse développer ce qu'on appelle une cognition positive. Donc, quelque chose de positif sur elle-même et elle ressort avec ça. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, il y en a ce qu'on appelle des traumas complexes. Des traumas que malheureusement, quelquefois, on a dès l'enfance, que ce soit de la maltraitance psychologique, de la maltraitance physique, qui se répète d'année en année, qui se répète peut-être même après au niveau d'un couple, qui se répète peut-être au niveau des relations, au niveau du travail. Et donc, on est parti dans une mémoire traumatique qui est quand même assez bien chargée. Et donc, à ce moment-là, il faut pouvoir soit réussir à trouver ce fameux souvenir source ou trouver les moments qui ont été les plus difficiles pour pouvoir stabiliser la personne. Parce que quand vous êtes en thérapie avec un patient, la chose qui est importante aussi, c'est la confiance. Il faut que la personne se sente en confiance et bien pour travailler avec le thérapeute. Parce que quand on commence à travailler de l'EMDR, on ouvre une boîte. On part d'un souvenir, mais peut-être qu'il y a des petits chapelets en dessous. Et il faut que la personne soit au courant de ça, parce que ça peut surgir. Et la personne doit pouvoir d'abord le gérer, effectivement, et se sentir en confiance pour le faire avec le thérapeute. Et donc, c'est là qu'il y a des formations complémentaires au niveau, parce que le MDR, il y a un niveau de base, hein, qui est une formation, donc 20 heures, à 20 heures d'un niveau 1 avec 10 heures de supervision, même plus 26 heures et 10 heures de supervision, un niveau 2 qui est 24 heures et 10 heures de supervision. Là, vous avez la formation de base qui est reconnue par l'Institut Francine Shapiro. Et puis, vous avez des formations complémentaires pour justement des patients qui sont un peu plus complexes, où on va un peu comme un oignon, vous allez peler en fonction de comment avance le patient pour respecter son rythme. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ok. Alors, par rapport à ce que vous me dites, puis après, on fera le lien avec le deuil, parce que c'est quand même le sujet. Oui, Vous avez dit que vous commenciez par stabiliser. Quand vous oui. dites stabiliser, c'est stabiliser via des exercices de respiration, des lieux ressources, c'est ce style de choses, c'est ça? Voilà, c'est le lieu sûr, c'est le contenant. Donc, ce sont toutes des méthodes qui viennent aussi de l'hypnose, en fait, ericksonienne, et que le patient pourrait faire de l'auto-hypnose, l'utiliser chez lui quand il en a besoin. Ok. Et bon, ça, c'est des questions que je vous reposerai après, parce qu'on va peut-être tout de suite faire le lien Avec le deuil. avec le deuil. Bah oui, parce que c'est, Oui, c'est quand même le sujet qui nous oui. intéresse là. Est-ce qu'il y a une approche particulière lorsque vous accompagnez des personnes qui ont un deuil traumatique ou un deuil complexe? Parce que c'est pas forcément Mhm. que dans les Alors, cas. Ouais. oui. Alors, ce qui n'est pas évident quand vous accompagnez les personnes en deuil avec le MDR, c'est qu'ils ont comme pensée magique, ils vont risquer d'oublier la personne. Mm. Et donc, il faut travailler d'abord cette pensée magique, si je puis dire, pour leur dire, vous allez, voilà, on va retravailler ce qui s'est passé avec la personne, mais vous allez continuer de vous souvenir de la personne et d'une façon différente, une façon qui vous fasse moins mal. Et quelquefois, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes ont besoin de garder ce sentiment de douleur qui, selon les cultures aussi, qui reflète aussi le deuil. Et donc, c'est là qu'il faut, voilà, trouver le juste milieu. Et moi, tous les patients que je vois et à toutes les formations que je donne, j'explique à tout le monde que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. D'accord? Et ce que vous avez là aujourd'hui n'est pas ce que vous aurez là demain. Et voilà. Et donc, il y a des fois où on se sent plus facile à faire des choses, des fois, ça prend plus de temps. Et on n'est pas toujours prêt au même moment. Pareil pour le deuil, le décès. Par expérience, en travaillant en soins palliatifs, on voit vraiment qu'à la mort, il y a deux moments. Il y a le moment où la personne décède et le moment où la famille accepte de laisser partir la personne. Et c'est rarement en même temps. Et donc, c'est ce moment où je dis, oh, OK, elle est décédée, je dois avancer. C'est ce processus-là qui peut prendre un certain temps, qu'il faut respecter. Selon, justement, on parle des deuils plus, alors, deuil compliqué, je sais pas ce qu'on peut dire normal, anormal, c'est chaque deuil est différent selon les Tout à personnes, en fait. fait. Mais c'est ça qui peut jouer aussi beaucoup. Et j'ai presque envie de reprendre, que ce soit plus parlant pour les gens qui nous écoutent, l'exemple que j'ai pris dans le premier épisode d'une personne qui a frappé à ma porte et que j'ai reçue. Elle avait perdu sa maman 2 mois avant de me rencontrer, Oui, que je la rencontre. Et elle avait avec sa maman une relation assez fusionnelle. Donc sa maman avait été atteinte d'un cancer, elle était en rémission, et puis d'un seul coup, embolie pulmonaire, et elle est morte très très rapidement dans les bras de sa fille. ok.
Voilà. Donc, moi, cette dame est arrivée en cabinet. On a commencé à échanger. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait toutes ces images qui revenaient le jour, la nuit, Mm, etc. Donc, elle revivait ce moment constamment. mm, Et donc, étant légèrement sensibilisée, même, voilà, j'ai été très attentive. J'en ai mm, parlé avec elle. Et je lui ai bien posé que si ça durait dans le temps, mhm, ce serait intéressant d'aller consulter en EMDR ou autre, mais en tout cas, voilà, qu'il y avait potentiellement quelque chose de l'ordre du traumatisme. oui, Bon, tout il à s'est fait. avéré qu'avec le temps et ce qu'on avait fait, ça s'est apaisé. Mais Oui, admettons qu'on soit dans un contexte où ça ne s'apaise pas et que mhm, cette personne vienne vous voir. À oui, partir de là, une fois l'anamnèse posée, une fois le lieu ressource, voilà, qu'elle aura peut-être eu travaillé avec moi avant, la respiration, etc., comment est-ce que vous allez procéder? Parce que cette personne-là, non, les images revenaient et en oui, même temps, repenser à sa mère était extrêmement compliqué. oui. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est ça qu'au niveau, on doit pouvoir moduler. Donc, quelquefois, avant, je veux dire, quelquefois, quand on va au frontal dans certaines situations, on se prend un mur. Mm. Et ça ne fonctionne pas parce que les personnes se referment, si je puis dire, comme des huîtres. Et donc, elles n'ont plus accès à rien. Hein. Donc, ce qui se passe là, c'est quelquefois, on doit d'abord accéder aux émotions. Donc, souvent, les personnes qui sont comme ça ont des émotions qui sont surexprimées. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit de la honte. Et donc, le but, c'est de pouvoir retravailler cette émotion-là et de la faire redescendre à un niveau qui est correct. De la même façon que le MDR, on évalue l'émotion entre zéro, ça va, je gère mon émotion, 10, c'est le surexprimer. Et qu'elle soit à un niveau qui soit beaucoup plus gérable pour la personne pour justement être capable de reparler de ce qui s'est passé, aussi de refonctionner dans son quotidien et à ce moment-là d'accéder aux souvenirs et de pouvoir le retravailler. Et après, de bien renforcer, ça c'est super important, la dernière phase, si je peux dire, de ce qu'on appelle la cognition positive, c'est renforcer, par exemple, je suis capable d'en parler. J'ai pu vivre au mieux comment ça s'est passé parce qu'à ce moment-là, la personne, elle ancre ça en elle. Et si par la suite, elle vit d'autres choses difficiles, elle a développé une ressource. Mm. Ouais. Et donc, par rapport au moment idéal, par exemple, pour consulter, je reprends le cas là dont je Oui, parlais, oui. admettons qu'il n'y ait pas eu d'amélioration. Euh, Mhm. hum, à partir de quel moment, après combien de temps, en fait, est-ce que, il est conseillé de consulter en EMDR, par exemple? Alors, il y a pas de temps, dans le sens qu'on peut commencer, il y a vraiment ce qu'on appelle des protocoles récents. Hein, donc, par exemple, des personnes qui ont vécu quelque chose de traumatique et on peut les voir la semaine d'après. D'accord, voilà, Pour c'était ça. éviter justement, pour éviter justement que ça puisse s'installer. Il y a des études qui sont en train de... Parce qu'on fait des études de plus en plus en EMDR, et ça, c'est bien. Nous, on va en commencer une, là, notamment dans le cadre du cancer du sein, pour justement le MDR un peu en prévention de développement de symptômes de stress post-traumatique. Et donc, dans ces cas-là, on peut proposer justement, pour savoir réguler, en fait, réguler les émotions, réguler différentes choses. Donc, nous, on fait par exemple de l'EMDR aussi pour des familles, même avant un décès. Parce que la façon dont l'événement a été traumatique et que la famille arrive chez nous à l'hôpital, on doit être capable de leur donner des informations. Et comme ils sont en état de choc avec ce qui s'est passé, le cerveau ne retient rien, ne sait rien faire. Donc, le MDR, on les stabilise au préalable et ensuite, il peut avoir des informations que le cerveau peut à ce moment-là mieux conscientiser les choses, etc. Donc, on fait de l'EMDR aussi en prévention Ok. par rapport à Donc tout ça. là, par exemple, ce serait quoi? Une personne qui arrive en réa? Oui, bah, par exemple, en fait, il y a de nouveau un exemple, un accident de voiture en réanimation. On ne sait pas, la personne voilà, est dans un état critique. La famille vient nous voir ici à l'hôpital. La famille est complètement apeurée, ce qui est normal parce que la personne risque de décéder. Il faut savoir que les médecins doivent demander, doivent donner des informations à la famille. Mais si quand vous êtes en état de choc, les Ouais. 72 premières heures, vous n'avez accès à aucune information. Mm, Et tout à donc, c'est compliqué de prendre des décisions, si je puis dire, plus ou moins rationnelles ou d'avancer. Et donc, le MDR va faire redescendre peut-être un petit peu cette grosse pression. Hein, si vous êtes là à 10 sur 10, à peut-être à redescendre à 6, 7, qui permet à ce moment-là d'accéder à plus au niveau cérébral pour pouvoir discuter, prendre des décisions et surtout passer du temps avec la personne qui est peut-être en train de décéder. Ok, c'est super intéressant, hein. Et du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous mettez aussi en place en service de soins palliatifs, Alors, on quand on propose, soit dans oui, des oui, situations on extrêmes propose. comme en réa? Oui, 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 oui. On propose vraiment maintenant, ici au sein de l'hôpital, comme ça fait pas mal d'années que je suis formée à l'EMDR, les médecins sont au courant, donc on a vraiment carte blanche pour proposer ça aux patients et aux familles. Donc c'est quelque chose Wow. qui peut aider. J'ai déjà accompagné aussi une patiente
qui allait décéder, qui avait peur de la mort. Et donc, elle ne fermait pas les yeux. Et donc, elle ne voulait pas dormir. Et donc, le MDR a permis de travailler la peur de la mort et la mettre à un niveau, pas zéro, mais à un niveau qui Ouais, était beaucoup j'entends. plus, voilà, plus gérable pour elle, en fait. Et du coup, est-ce que vous le proposez aussi aux familles dans les Oui, services de soins oui, oui, palliatifs? oui, oui. Oui, on propose aux personnes qu'on rencontre, en fait, que ce soit les patients, que ce soit les familles, voilà, on explique un peu en quoi ça consiste. On explique que voilà qu'on le fait aussi également en prévention s'il y a besoin. Et donc il y a des Hein. familles qui sont extrêmement réceptives. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez pu remarquer si ça avait un impact sur la façon dont le deuil allait être vécu après? Alors Pas encore. malheureusement non, parce que en fait et ça, je pense que peut-être dans une des formations que vous avez vu, moi je me souviens, j'avais vu un professeur à Paris qui m'avait expliqué, il y a moins de 5% des familles qui reviennent à l'hôpital. Et donc nous on les voit le temps, si je Ouais. puis dire, de la période et peut-être une fois ou deux après un décès, mais on ne peut pas les voir plus. Et même les personnes n'arrivent pas à revenir souvent ici, ce que Oui, bien je sûr. peux comprendre. Ils ont besoin de changer. Tout à Donc, c'est, fait. donc actuellement, voilà, c'est compliqué de dire comment est-ce qu'ils évoluent 6 mois après, un an après. Ce serait hyper intéressant de voir si. Bah ouais. Oui. En tout cas, nous, on se dit que ça fait du bien, ça peut aider sur le moment même, justement, peut-être à être mieux, si je puis dire, pour la fin de vie ou pour après. Donc, voilà, est-ce que ça aidera par la suite? En tout cas, sur le moment même, ça peut déjà avoir un impact. Alors du coup, ça m'amène à la question d'après qui pourrait... Voilà. Est-ce que ce qu'on travaille en EMDR a des effets durables dans le temps? Ah, normalement, oui. Ouais, donc Normalement, oui. c'est Les pour ça que études, en je tout fais cas, le lien. oui, 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 normalement, oui. Au niveau, en tout cas, des études qui ont été montrées, je veux dire, sur plusieurs, où les patients sont testés à 3 mois, 6 mois, 9 mois, un an, où on évalue pas que le stress post-traumatique, hein. On évalue aussi ce qu'on appelle un peu la détresse émotionnelle, donc tout ce qui est anxiété, dépression, qualité de vie. Et aussi maintenant, on évalue la croissance post-traumatique. Ça, c'est un nouveau terme qui est important. Donc, c'est la façon dont on a vécu un événement qui peut nous aider à grandir face à cet événement. Donc, c'est autre chose que la résilience, c'est vraiment Oui. grandir au niveau relation avec les autres, au niveau spirituel, au niveau Ouais, c'est ça. professionnel. Et donc, c'est vraiment une évolution. Et donc, on voit comment cette évolution se met en place au bout de... Voilà. Et donc, on voit. Après, ce qui se passe, qui n'est pas évident actuellement encore au niveau de l'EMDR et pour d'autres recherches, ce sont que c'est des petites cohortes. Donc, ce sont des petites études où il y a peut-être 10 ou 15 ou 20 patients, où c'est des analyses de cas, où on parle d'un cas clinique ou deux cas cliniques. Et donc, c'est difficilement ce qu'on appelle reproductible. Et au niveau scientifique, je dirais médical, moi je travaille dans un hôpital, donc où les médecins, ils ont des cohortes, 20 000, 15 000, ou je ne sais pas combien de personnes. Nous, à échelle, c'est tout petit. Donc ça, voilà. Et souvent, quand vous regardez un peu des études, etc., ils mettent d'abord en avant tout ce qui va bien, ce qui fonctionne. Donc voilà, donc c'est compliqué de dire, voilà, mais en tout cas, moi, d'un point de vue clinique, on remarque que ça a du sens. Et Et puis il y a des retours, surtout c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des retours des patients auprès des médecins. Donc voilà. Mm. En tout cas, moi, je peux témoigner, hein. J'ai fait de l'EMDR dans le cadre du deuil de ma maman. Et Mhm. c'est vrai que ça m'a vraiment réconciliée avec cette capacité de pouvoir avoir du lien avec elle. Ok, Et ça, c'est durable dans le temps. oui, C'est-à-dire que je peux repenser à elle, la revoir dans des contextes, des situations, etc., alors que tout était bloqué. oui, mhm. Au bout de Oui, 20 ans, hein, quand même, hein. Donc, oui, tout était mhm. complètement bloqué et Mhm. givré, j'ai envie de dire. Et ça m'a Oui, vraiment voilà, oui, réconcilié avec, oui, et relancé en fait la relation. Et oui, ça perdure dans le temps, hein. oui, Il y a oui. plusieurs années Et, maintenant. et ce qui est quelque chose d'important, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai accompagné une maman qui avait perdu son enfant, qui était grand, hein, qui avait une vingtaine d'années, il y a plus de 5 ans avant qu'elle vienne voir quelqu'un. Ouais. Parce elle avait déjà vu des psychologues, mais elle voulait pas trop. Et puis quelqu'un lui a parlé de l'EMDR, donc elle est venue me voir, mais vraiment très sceptique en disant, mais c'est quoi ce truc-là? Et puis non, je veux pas. Et donc, je veux dire, le décès, et même, c'est surtout, il n'y a pas que le décès, c'est aussi tout l'événement traumatique, c'est la maladie, c'est tout l'accompagnement qu'ont fait les familles à côté qui peuvent être impuissantes, et en se disant, j'ai pas fait assez bien, j'ai pas assez profité. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'on fait et qu'il faut que la personne soit prête à faire. Et qu'après, ce qui était beau avec cette patiente-là, c'est que c'est les souvenirs positifs qui sont revenus. Et elle a commencé même à sourire. Et elle dit, je ne pensais pas que je pouvais encore sourire en parlant des moments de maladie. Parce qu'elle avait oublié qu'il y a le ratio. Oui, je veux dire, les patients sont malades, il y a des moments qui sont difficiles, mais il y a les moments où ils sont en vie. Tout à fait. Et ils peuvent vivre des moments qui peuvent être quelquefois même ludiques, qui peuvent être marrants.
Et que c'est que voilà, ça occulte en fait. Mais voilà. Et alors, pour rebondir, moi, de ce que j'ai lu et perçu, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, c'est qu'en fait, effectivement, pendant une séance de MDR, on peut être sur l'événement, sur la situation, sur le moment avec l'émotion, et en même temps, il y a énormément d'associations qui se font, qui sont pas du tout contrôlées, Oui. euh, et qui, quelque part, nous laissent pas que sur ce moment-là. En fait, il y a plein Hmm. d'autres choses qui se passent, hein, c'est ça, Oui. hein. Ben, c'est ce qu'on appelle un peu la mémoire traumatique. Je veux dire, c'est une mémoire aimantée où il y a d'autres choses qui sont associées. Et donc, il faut laisser souvent, voilà, laisser venir ce qui vient, laisser venir ce qui vient. Et à un moment donné, la séance de MDR s'arrête quand il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ou du positif. Mm. Voilà. Et donc, une fois que c'est là, on doit s'arrêter, ce qu'on appelle une fin de canal. Et après, on voit, selon l'état de la personne aussi, comment elle est, parce que chose qui est très importante, la première séance de MDR, c'est extrêmement exténuant, souvent. Parce que c'est vraiment, c'est comme un bouchon, c'est de l'eau qui est bloquée, c'est un Mm. bouchon qui est dessus. Vous ouvrez le bouchon, la première fois, ça fait psh. Donc, ça demande énormément d'énergie. Et après, ça fluidifie, voilà, ça circule. Et c'est beaucoup plus facile. Donc, souvent, la première séance, les personnes sont surprises de c'était émotionnellement intense. Et donc, ils disent, mais est-ce que la prochaine va être comme ça? Et ils se rendent compte, non, non, mais cette fois-ci, vous avez été capable de faire circuler les informations. Mm. Alors, ouais, alors, voilà, c'était peut-être un vécu particulier, mais c'est effectivement intense et en même temps, on peut terminer la séance en étant profondément apaisé. C'est-à-dire que Oui, quand oui, on retient, on est quand même dans une oui, forme de oui, action, de contenance. Et c'est vrai oui. qu'à la fin de la séance, bah, oui, ça a été remuant, Mhm. etc. Et en même temps, il y a une sorte de... C'est comme tout si ça s'était dénoué, en Oui, fait. Il y a une oui, sorte, oui, dans le oui, corps, en tout cas, oui, d'apaisement. oui. Mais souvent, ce qui ressort, c'est quand c'est intense, c'est vraiment une fatigue parce que c'est qui est présente et puis parfois, c'est une lourdeur ou une C'est légèreté ça. parce que donc les personnes disent après j'ai été dormir quoi. Ouais, J'étais vraiment j'étais lessivée. ouais. Parce que c'est comme s'ils avaient dit, on a fait une grosse séance de sport ou quelque chose comme ça, et voilà, qui a fait que voilà, ça a bougé en fait. Et ça, que c'est important d'expliquer aussi que ça peut continuer après. Parce que comme on a fait redémarrer, peut-être que le cerveau va ouvrir sur Ah bah d'autres oui, ça souvenirs, travaille encore. d'autres moments, faire des rêves ou même faire des cauchemars. Et donc, on propose que les patients les notent entre les séances, comme ça on peut les retravailler. Voilà, et s'il y a besoin, si eux, c'est difficile pour eux, ben, qu'ils apprennent à se stabiliser, voilà, à les ranger, le temps qu'on puisse les retravailler, etc. Est-ce qu'il y a une durée moyenne à peu près de séances, en fait, de régularité ou de nombre de séances Alors, ça dépend un peu vraiment ce qu'on appelle donc trauma simple ou trauma complexe. Donc, quand vous parlez juste d'une si par exemple, quelqu'un, ben, si on parle d'un deuil, que la personne auparavant dans sa vie n'a jamais eu spécialement de deuil et qui a eu beaucoup de ressources, mais que la façon dont le décès s'est passé était difficile pour la famille, eh bien, c'est ce qu'on peut être un trauma simple. Donc, à ce moment-là, on ne travaille qu'une situation. Et peut-être que rapidement, comme la personne a beaucoup de ressources, ben, les ressources reviennent. Donc, à ce moment-là, c'est quelques séances. Par contre, les personnes qui ont déjà eu d'autres antécédents, qui n'ont pas beaucoup de ressources, voilà, il faut pouvoir accéder aux informations, il faut pouvoir. Et donc ça peut prendre un certain temps. Nous, on recommande, en tout cas, moi, après, ça dépend des thérapeutes, hein, moi, je parle à mon nom, hein, c'est pas la science infuse. Quand je commence des séances de MDR, j'essaye en tout cas les premières fois de voir les patients de façon rapprochée, au moins 4 5 jours entre les deux premières séances, justement, parce que comme la première séance a peut-être été Hmm. assez importante, ça rassure aussi de savoir, voilà, de revoir. Et après, quand on voit que la personne gère, si je puis dire, et au niveau des séances EMDR, on peut commencer à espacer. Ok. Et j'ai compris qu'en fait, seuls les psychologues pouvaient être formés à l'EMDR et donc proposer de la thérapie EMDR. Oui. C'est bien ça, Alors, hein. c'est une formation qui est protégée. Ça, c'est super important parce que, par exemple, l'hypnose n'est pas du tout protégée. Bah, Donc, surtout. en tout cas, au niveau, voilà, moi, je parle du côté luxembourgeois, mais c'est pareil au niveau de la France, de la Belgique, hein. Donc, le MDR dépend de ce qu'on appelle le MDR Europe et l'Institut Francine Shapiro. Et donc, il y a des critères, il y a des associations par pays. Et donc, ce sont les associations qui aussi décident des critères pour pouvoir, voilà. Donc, critères à différents niveaux pour donner la formation. Donc, la formation que nous donnons à Luxembourg est une formation qui est reconnue par l'association, par EMDR Europe et par l'Institut Francine Shapiro. Ensuite, au Luxembourg, il faut être donc psychologue ou psychothérapeute reconnu au Luxembourg ou psychiatre. Voilà, mais on peut pas être, voilà, on peut pas être médecin C'est la même chose généraliste. en France, hein, je crois, hein. Oui, mais normalement, les pays européens se sont tous alignés pour avoir la même règle, en fait. Justement, ça, si je peux dire, ça protège également. Voilà. Après, ce qui est pas toujours évident, c'est que certaines thérapies utilisent, parce que
Le MDR, on utilise les mouvements oculaires des yeux, mais on peut utiliser aussi d'autres stimulations bilatérales, comme les tapotements, Ouais. comme voilà. Et donc, il y a des patients qui, des fois, disent, mais moi, j'étais une fois chez une thérapeute, elle m'a tapoté, etc. Donc, il y a moi, je connais pas toutes les thérapies, mais il y a de l'EFT, il y a différentes choses qui font que, quelquefois, certaines autres thérapies utilisent un peu aussi des mouvements. Et donc, quelquefois, les patients, ils sont un peu perdus en me disant, mais tiens, on m'a déjà fait ça, et ça m'a fait ça. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que on dit pourquoi psychologue, psychothérapeute, psychiatre, c'est parce que nous, on a un background derrière pour savoir aussi gérer comment on va être un patient. Parce que justement, en faisant de l'EMDR, la thérapie, on déstabilise un état. Et donc, on doit être formé pour récupérer ce patient-là. Et c'est ça qu'il faut. Voilà. Et moi, j'ai déjà eu le cas où j'ai vu une patiente en EMDR qui avait fait de la stimulation bilatérale avec, je ne sais même pas ce que c'était pour un professionnel. La patiente était complètement décompensée. Et après, nous, on a dû la récupérer, la stabiliser, refaire confiance, voilà, voilà, de mettre un cadre qui est important. Donc, Oui, voilà, le conseil que je donne en tout cas à tout le monde, c'est d'aller voir un psychologue, un psychiatre ben, vous avez le formé droit en de EMDR. demander, vous avez le droit, et souvent, en tout cas, au niveau du Luxembourg et pareil, tous les pays, chaque association a une liste. Ouais. Il y a des listes de membres et aussi les niveaux. Donc, il y a le niveau 1, niveau 2, accréditation, etc. Et donc là, vous voyez un peu les personnes qui sont formées, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de techniques, style IMO, DCMO, Oui, etc., qui s'inspirent de l'EMDR et qui oui, sont ouverts justement à des professionnels de l'accompagnement. Bah, ça pourrait être une oui, sophrologue, ça pourrait être un oui, hypnothérapeute ou autres qui ne sont oui, pas psychologues et qui n'ont pas accès à l'EMDR, justement. oui. Donc, oui, votre recommandation, c'est quand même de rester vigilant et de vraiment se rapprocher de quelqu'un qui figure sur ces listes-là. Oui, tout à fait, qui est formé, qui a un background derrière. Mais je peux comprendre les autres professionnels parce que nous, on a des demandes dans le cadre de l'institut de formation, des gens voilà, qui veulent être formés, qui sont frustrés en disant, mais oui, mais moi, j'aimerais bien, je suis quand même thérapeute depuis des années, donc je peux tout à fait comprendre. Et vous n'avez pas une base médicale à la base. Nous, on Mhm. a une base voilà, scientifique, on a une base qui est en dessous qui fait Ah, que, tout à fait. voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez aimé partager ou peut-être une idée fausse sur le MDR? Tiens. Ben, c'est pas de la magie et surtout, ça n'efface pas. Mm. Parce qu'on pense que le MDR va effacer le souvenir. Non, c'est juste qu'on le retravaille de façon à ce qu'il fasse moins mal. C'est ça qui est très important. Donc voilà, c'est pas de la magie. Voilà. Alors, est-ce que ça va être chez tout le monde, etc. Ça, on ne sait pas dire. Il y a des personnes qui se sentent à l'aise ou pas à l'aise. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de ressources. Voilà, c'est vraiment d'un thérapeute à l'autre. Et ce qui est très important, c'est d'être en confiance avec son thérapeute et de Mm. se sentir bien et de pouvoir le dire aussi. Quelquefois, il y a des patients qui veulent être des bons patients et donc ils ne veulent pas dire qu'ils sont pas bien. Et à ce moment-là, ça joue sur la thérapie. Ouais, bien évidemment. Puis c'est surtout un espace qu'il aurait offert pour pouvoir Tout à dire fait. ça. Tout Alors à fait. pourquoi on ne peut pas le faire à Tout l'extérieur? à fait. Tout à fait. Ok, super. Bah, je crois qu'on a fait déjà pas mal le tour. Il y a beaucoup Oui, d'informations dans tout ce qu'on a partagé. oui, Je pense qu'on va réinsister sur le fait que dans chaque pays, il existe des listes oui, de professionnels formés à l'EMDR pour oui. tout qui pourrait y être intéressé et que c'est important aussi pour les professionnels de l'accompagnement comme moi qui ne sont pas formés à Oui, l'EMDR d'avoir aussi des référents en tout à fait fait. dans leur entourage pour pouvoir Mhm. orienter lorsque ça leur semble important, Tout à nécessaire fait. et certainement utile pour les personnes qu'ils accompagnent. En tout cas, un grand, grand merci. Bah, Euh, merci beaucoup. Merci Merci d'avoir pour pensé à cette moi. présence, pour tous ces détails. Et puis peut-être à une prochaine fois sur un autre sujet. Qui sait? Et une bonne Avec continuation en plaisir. attendant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.